donc la justice spectacle. Un des aspects les plus frappants de la justice criminelle en France à l'époque moderne est la sévérité, voire la cruauté des peines qu'elle inflige à ceux qu'elle a reconnus coupables, mais aussi le caractère public de ces peines, ce qui fait que l'on peut parler d'une justice spectacle. Ces peines, on les appelle à l'époque peines afflictives et infamantes. Afflictives parce qu'elles atteignent les condamnés dans leur corps, dans leur chair, et non pas dans leurs biens, comme les amendes par exemple, et infamantes parce qu'elles les atteignent dans leur honneur, dans leur dignité, notamment en les exposant publiquement au moment de l'exécution de la peine. Alors quelles sont ces peines? Elles sont nombreuses et variées. Il y a par exemple le fouet, qui est appliqué jusqu'à l'effusion du sang. Il y a le carcan ou le pilori. Le condamné est exposé en public, attaché à un poteau sur une estrade, avec une pancarte mentionnant la raison de sa condamnation, le crime qu'il a commis, sur un lieu très fréquenté, par exemple la place du marché dans la ville, et cela pendant 1 ou plusieurs jours. Il y a aussi les galères. Le condamné doit ramer sur les galères de la marine royale qui sont basées en Méditerranée, à Toulon, et cela jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. En 1748, les galères étant devenues obsolètes dans la marine, les galériens en fait deviennent des bagnards qui sont astreints à des travaux forcés, toujours à Toulon ou à Marseille. Mais le caractère public des galères continue à s'exprimer puisque les galériens sont amenés sur le lieu, donc à Marseille ou à Toulon, depuis l'ensemble du royaume, en traversant les villes et en étant donc vus par l'ensemble de la population. Mais la peine principale, c'est évidemment la peine capitale, la peine de mort, qui est infligée à l'époque de façon différente, suivant d'une part le statut social du condamné, puisque les nobles ont le privilège d'être décapités, alors que les roturiers sont en général pendus, et qui varie également suivant la gravité du crime. Il y a donc la pendaison, mais pour des crimes plus graves, il peut y avoir le supplice de la roue. Le condamné est attaché sur une roue horizontale, et le bourreau lui brise les membres à l'aide d'une barre de fer, et le condamné agonise sur la roue, parfois pendant plusieurs heures, jusqu'au moment où il meurt et où il cesse d'être exposé au public. Les crimes d'hérésie, au XVIe siècle, au moment des guerres de religion, ou de sorcellerie, peuvent entraîner la peine du bûcher, c'est-à-dire que le condamné est brûlé vif, toujours, bien sûr, en public. Et enfin, les régicides, ceux qui ont attenté à la personne du roi. Bien sûr, il s'agit essentiellement de Ravaillac, l'assassin d'Henri IV, en 1610, sont écartelés, c'est-à-dire que l'on attache leurs 4 membres à des chevaux qui tirent chacun dans leur direction jusqu'à ce que les membres du condamné soient arrachés et qu'il meure donc dans des conditions particulièrement épouvantables. Alors tous ces supplices ont en commun d'être infligés publiquement, selon un rituel précis. Le condamné à mort est extrait de sa prison, il est emmené en cortège à travers les rues de la ville, d'abord devant l'église principale ou la cathédrale de la ville, où il fait amende honorable, c'est-à-dire qu'il demande pardon à Dieu et au roi pour le crime qu'il a commis, puis il est amené sur le lieu de son supplice et l'exécution a lieu en public. En général, c'est sur une place assez grande pour que des foules considérables puissent s'y amasser, et l'exécution a lieu un petit peu comme un rituel de théâtre. Par exemple, les meilleures places pour voir, les places aux fenêtres par exemple, sur la place où aura lieu l'exécution, se louent parfois très cher,
et la foule apprécie le spectacle comme au théâtre. On apprécie, on juge la performance du condamné, mais aussi du bourreau, qui doit, par exemple, s'il s'agit d'une décapitation pour un noble, qui doit décapiter le condamné de façon rapide et efficace. La publicité de ces exécutions capitales ne s'arrête pas avec la mort du condamné, puisque les cadavres, ceux des hommes en tout cas, pas ceux des femmes pour des raisons de décence publique, mais ceux des hommes sont exposés après l'exécution à un gibet, à ce que l'on appelle les fourches patibulaires, qui sont généralement situées à l'entrée de la ville, pour que le plus grand nombre de gens possible puissent voir ces cadavres des condamnés. Alors pourquoi la justice criminelle d'Ancien Régime a-t-elle recours à ces pratiques qui nous paraissent aujourd'hui particulièrement barbares et qui sont en tout cas des pratiques spectaculaires? D'abord parce que l'arsenal des peines dont dispose la justice de l'époque est limité. Il faut se souvenir que la prison, la privation de liberté, n'existe pas comme peine. Les prisonniers que l'on trouve dans les prisons d'Ancien Régime, ce sont des accusés en attente de jugement ou encore des prisonniers pour dette qui ont été enfermés à la demande de leurs créanciers, mais la prison n'est pas conçue comme un moyen de punir et encore moins de réhabiliter les criminels. Donc, à part les peines d'amende qui sont infligées pour les petits délits ou le bannissement, les seules peines dont dispose la justice de l'époque sont les peines afflictives et infamantes, les peines publiques dont nous avons parlé. Et la deuxième raison, et sans doute la raison principale, pour le recours à ces supplices publics, c'est la recherche de l'exemplarité. Ces peines terribles visent à inspirer de la terreur aux méchants. C'est la formule même des jugements de l'époque. Elles sont en fait le seul moyen qui paraît à l'époque relativement efficace pour lutter contre une criminalité et une violence extrêmement répandues. La société de l'époque moderne est en effet désarmée devant cette violence, devant cette criminalité. Les effectifs des forces de l'ordre sont dérisoires. Il n'existe pas de police scientifique qui puisse confondre les accusés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on utilise la torture judiciaire pour faire avouer les suspects, pour obtenir l'aveu de leur crime ou la dénonciation de leurs complices. Et la justice sait très bien qu'elle n'arrête, qu'elle ne met la main que sur une infime minorité des criminels. Et donc, elle leur inflige des supplices particulièrement terribles pour inspirer de la terreur à tous ceux qui seraient tentés de les imiter et pour décourager donc la criminalité. La justice spectacle, c'est un moyen de prévenir une criminalité que l'on ne peut pas réprimer de façon efficace. Cette justice spectacle, qui nous paraît encore une fois aujourd'hui barbare, est largement acceptée par la population, comme le montre le succès des exécutions publiques. Lorsque l'on pend ou décapite ou roue un criminel sur la place d'une ville, il y a toujours des foules considérables, des centaines, parfois des milliers de personnes qui se pressent comme au spectacle, encore une fois. Néanmoins, à l'époque des Lumières, une évolution commence à se faire sentir. Des penseurs, dont le premier et le plus important est sans doute l'italien Beccaria, commencent à proposer des réformes. Ils proposent l'atténuation des supplices, ils proposent une meilleure adaptation des peines à la gravité des crimes qui ont été commis. Il propose également de meilleures procédures judiciaires pour éviter les erreurs judiciaires, et certains vont même jusqu'à demander l'abolition de la peine de mort. Ces idées,
qui se répandent dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle vont inspirer les réformes judiciaires de la Révolution française, mais celle-ci ne les appliquera pas toujours. Rappelons-nous que Robespierre a été, au début de la Révolution, un adversaire de la peine de mort, avant de devenir, comme chacun sait, le principal théoricien et praticien de la terreur.